Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la Ligue associative africaine et du parti politique Limara. La Limara, c'est la Ligue des masses pour la renaissance africaine. Cette vidéo est celle d'un résumé d'ouvrage et l'ouvrage c'est Djekam Tchameni, Une vie pour la révolution. Son auteur est Inome Yomes. Donc, cet ouvrage est centré sur Djekam Tchameni. Djekam Tchameni qui est une personnalité politique du Cameroun. Et à l'avant-propos, avant de commencer le résumé proprement dit, nous rappelons que nous faisons beaucoup de formations. Nous faisons des formations en économie politique, en entrepreneuriat, en journalisme et également notre parti compte prendre le pouvoir au Cameroun. Donc, si vous pouvez adhérer, vous pouvez le faire. Cet ouvrage est centré sur Djekam Tchameni, qui est l'une des personnalités politiques du Cameroun, l'une des principales personnalités politiques du Cameroun, parce il a joué un rôle pas non négligeable dans l'histoire du Cameroun. C'est pourquoi Enome Yomes lui a consacré cet ouvrage et, et Djekam Tchameni, Une vie pour la révolution. Donc, nous commençons par l'avant-propos. Et à l'avant-propos, Enome Yomes précise que Djekam Tchameni a été l'un des animateurs, sinon le principal animateur des fameuses et historiques villes mortes, les villes mortes qui ont secoué le Cameroun pendant pratiquement une période de 8 mois. Et nos Méomès estime que Djekam Tchameni a été une des personnalités principales de ces événements. Et si ces événements, si elles touchaient Yaoundé, devaient aboutir à la chute du régime de Paul Biya. Il précise également que Djekam Tchameni est plus doctrinaire que politique. Et il est un théoricien. Et il poursuit un idéal qu'il veut noble et grand. Et s'efforce à partager cet idéal avec son peuple, avec la population du Cameroun. Donc, Enome Yomes estime que Enome Yomes précise que Djekam Tchameni est dans la pureté et que ce genre de personnes prend difficilement le pouvoir. Au chapitre 1, Enome Yomes présente la naissance et les parents de Djekam Tchameni. Djekam Tchameni est né le 1er mars 1961 en Konsamba. Donc, Konsamba est dans le département du Mongo, dans la région du littoral au Cameroun. À sa naissance, son père est chef de poste agricole dans le Mongo. Et sa mère est originaire de Badoumla. Badoumla, c'est un village du Onkam. C'est un village qui s'est rébellé à presque toutes les administrations. Le village s'est rébellé aux Allemands, le village s'est rébellé aux Français. Et lors de la guerre d'indépendance, le village s'est opposé vigoureusement à l'administration française et le village a été détruit. Et la famille royale a dû s'exiler, ce qui a conduit les parents de Djekam Tchameni vers le Mungu. Et la mère de Djekam Tchameni est de la même famille que Ernest Wandi. Nous connaissons le rôle que Ernest Wandi a joué dans la vie politique du Cameroun. Ernest Wandi, il y a eu 4 grands chefs politiques au Cameroun. Robin Oumnioubé, Félix Roland Moumier, Ernest Wandi et Abel Kingé. Et la mère de Djekam Tchameni est de la famille de Ernest Wandi, de la même famille, dont ils ont des liens de parenté. C'était pour la leçon 1. La leçon 2, Eyome Yomes présente Djekam Tchameni, une enfance à l'abri du tribalisme. Il précise que Djekam Tchameni a suivi son père dans toutes ses affectations, puisque son père, étant administrateur, a été affecté dans plusieurs régions du pays. Et chaque fois, Djekam Tchameni a dû le suivre. Et Djekam Tchameni n'a fait partie d'aucune association tribale. Et que ce soit les associations, il y a plusieurs associations tribales au Cameroun, et il n'a fait partie d'aucune de ces associations. Et Djekam Tchameni grandit à l'abri du besoin. Donc, il n'est pas issu d'une famille pauvre, d'une famille misérable.
Il est issu d'une famille aisée, on ne peut pas dire très aisée, mais d'une famille aisée. Et il n'a pas eu des besoins, il a grandi à l'abri du besoin. Et Djekan Chameni est contestataire dès son enfance parce que chaque fois que les bourses, quand il était au collège, au lycée, chaque fois que les bourses n'étaient pas payées, il organisait les grèves avec ses camarades. Donc, Djekan Chameni est aussi un grand lecteur. On a précisé qu'il est un théoricien, on ne peut pas être théoricien sans avoir lu. Djekan Chameni a beaucoup lu. Il a lu les ouvrages de Mao, il a lu les ouvrages de Kim Il-sung, et qui a suscité en lui l'envie de faire quelque chose pour le Cameroun. En 1978, Djekan Chameni quitte le secondaire pour arriver à l'université. Et en quittant le lycée, il est déjà un militant, puisque nous avons vu son parcours combatif déjà déjà au lycée. Et donc, l'université camerounaise se caractérise par un désert idéologique. Et Amadou Ahidjo, le président de la République, s'assure, on est dans la dictature, s'assure qu'aucune idée de gauche ne pénètre à l'université. Et en 1976, les étudiants qui avaient tenté de distribuer les tracts de gauche à l'université ont été arrêtés et emprisonnés. Donc l'université camerounaise, le régime d'Amadou Ahidjo ne tolère aucune idée de gauche. Seulement, les associations tribales sont autorisées à fonctionner à l'université et d'autres associations qui n'ont aucun trait avec une idéologie ou bien avec la politique. Donc, ce sont les associations communautaires qui sont admises à l'université. Djekan Chameni ignore toutes ces associations et adhère au club UNESCO. Et il crée avec d'autres camarades le club d'études et de réflexion sur la culture africaine, dénommé le CRK, puisque pour pouvoir faire véhiculer quelques idées de nature progressiste dans l'université camerounaise avec une dictature rigoureuse, on est obligé parfois de se cacher dans certaines dénominations pour pouvoir faire pénétrer ne serait-ce qu'un minimum d'idées et à tendance progressiste. Le régime de Paul Biya a suivi, c'est la même chose avec le régime de Paul Biya qui combat les idées de gauche à l'université, les idées qui ont tendance au progrès, qui ont tendance au changement. Donc, c'était le chapitre 2 développé par Eno Meomès. Et au chapitre 3, Eno Meomès présente Djekan Chameni comme un élève surdoué et un meneur d'hommes. Donc, Djekan Chameni fréquente à l'école publique de Koudou, à Yaoundé. Et dans cette école, il reçoit le prix du meilleur élève avec une moyenne de 19,20 sur 20. Donc, Djekan Chameni a été un élève assez brillant. Et il continue ses études secondaires au lycée polyvalent de Bonabéry. Et il est tellement brave que les enseignants font qu'il sorte de la classe de 4e. Il continue au lycée Jos, où il obtient son baccalauréat à 17 ans. À l'époque, ce n'était pas évident d'obtenir un baccalauréat à 17 ans. Aujourd'hui, obtenir un baccalauréat à 17 ans est devenu une norme. À l'époque, ce n'était pas la même chose. Il fallait être 1 sur 2 pour obtenir un baccalauréat à 17 ans. Après son baccalauréat, il s'inscrit à l'université et lit beaucoup de livres. Cheikh Anta Diop, Lénine, Nkrumah, Karl Marx, Marcin Toa, Marcus Garvey, Kim Il-sung, Chunjang Poemi, Kouma Ndoumbe et autres théoriciens. Après l'obtention de sa maîtrise, il n'y avait pas encore le système licence, master, doctorat, donc il y avait la maîtrise. Après l'obtention de sa maîtrise, il va continuer ses études aux États-Unis d'Amérique. Et quand il arrive aux États-Unis d'Amérique, il a déjà une grande expérience dans la lutte progressiste. Rappelons qu'à l'université de Yaoundé, il avait adhéré à une cellule marxiste-léniniste clandestine, puisque pour pouvoir fonctionner à l'université, cette cellule devait être clandestine. Et dans cette cellule était tenue par des Nigériens. Et dans cette cellule où Djekam a adhéré, Djekam a essayé de pas remettre en question, de montrer que la pensée de Karl Marx n'était pas suffisante pour l'Afrique et qu'à côté de la pensée de Karl Marx,
Il fallait ajouter d'autres théoriciens africains puisque Karl Marx n'a pas axé ses recherches sur l'histoire africaine et que l'histoire que Karl Marx développe est une histoire plutôt occidentale. Pour Joachim Chamenyi, il revient aux marxistes africains et aux socialistes africains scientifiques d'utiliser la science de la révolution et de l'appliquer à des contextes purement africains, des contextes purement africains et de tirer des conclusions nécessaires. Avec toutes ces réflexions, Joachim Chamenyi a suscité un impressionnant débat dans le cercle d'études marxistes où il a adhéré, qu'il a créé avec les Nigériens, où il a adhéré, celui des Nigériens, où il a adhéré. Et le cercle a participé, puisqu'il n'y avait pas que des Nigériens, il y avait également des Camerounais. Le cercle a participé à presque toutes les grèves qu'il y a eu à l'université de Yaoundé de 1979 à 1982, puisque le peuple camerounais a une très longue histoire de contestation, une très longue histoire de revendication, une très longue histoire de lutte. Et l'université n'a pas été épargnée. Les plus grandes luttes ont même été menées à l'université après la chute de l'UPC, après la fin de la guerre d'indépendance et la chute des villes mortes de 90. Les plus grandes actions politiques de lutte ont été menées par les étudiants et au sein de l'université. C'est pourquoi le gouvernement a toujours cherché à contrôler l'université. Le gouvernement a toujours voulu avoir un poids, un contrôle strict sur l'université camerounaise. Joachim et ses amis, précise Eno Meyomes, ont compris que chaque fois qu'ils s'attaquaient frontalement à l'État, les forces de l'ordre entraient dans le campus pour les réprimer dans l'œuf. Chaque fois qu'ils ont voulu contester le gouvernement, une action du gouvernement, le gouvernement les a réprimés avec la plus brutale des manières. Donc, ses camarades et lui ont donc décidé une approche indirecte qui leur laisserait le temps de s'organiser pour les batailles futures. Donc, ils s'en sont pris aux bailleurs des municités qui pratiquaient des loyers exorbitants. Là-bas, le gouvernement était obligé de les soutenir puisqu'il ne s'attaquait pas frontalement au gouvernement. Il s'attaquait à d'autres personnes que le gouvernement. Le gouvernement n'avait plus de raison d'envoyer l'armée à l'université pour les arrêter, les bastonner et les emprisonner. Donc, la cellule clandestine où milite Joachim Chamenyi met en place une mercuriale pour les loyers et les étudiants valident les prix de cette mercuriale et informe les bailleurs que les étudiants dans les municipalités auront désormais un montant fixe à payer pour le loyer. Et l'université est informée pour pour jouer le rôle de médiateur. L'université les soutient dans cette initiative et réunit les bailleurs, les principaux bailleurs de Yaoundé, puisqu'on était encore à l'université unique, les principaux bailleurs de Yaoundé, qui cèdent à ces exigences des étudiants concernant le loyer. Et presque toutes les revendications des étudiants sont validées par les bailleurs. Et Joachim Chamenyi et ses camarades sortent victorieux de ce combat qu'ils ont mené pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et la cellule ne s'arrête pas à ce niveau. Et la cellule désigne ses représentants par municipalité pour relayer les mots d'ordre des étudiants dans les municités. Alors que l'université n'acceptait en son sein que des associations tribales, Joachim Chamenyi et ses camarades, avec cette stratégie, ont pu mettre sur pied une organisation clandestine, estudiantine clandestine, bien coordonnée et efficace, puisque cette cellule a eu des résultats assez probants au sein de l'université, ne serait-ce que la réduction des prix des loyers des étudiants. En chapitre 4, Eno Meyomes étudie le premier séjour de Joachim Chamenyi aux États-Unis en Amérique et il précise que aux États-Unis, Joachim Chamenyi fait une découverte remarquable, celle de la supercherie économique, de l'économie du développement enseignée dans les universités africaines. Il se rend compte qu'on trompe les Africains dans le domaine économique.
Alors que les économistes font de l'investissement direct à l'étranger la clé du développement, le jeune Joachim Chameni assiste à un cours à l'université de Houston, au cours duquel le professeur explique à des cadres des sociétés pétrolières du Texas que, je cite, les propos sont de Joachim Chameni lui-même, la seule chose à savoir en ce qui concerne l'investissement direct à l'étranger est que vous ne devez pas apporter un sou dans les pays où vous allez investir. Donc, les investisseurs étrangers arrivent en Afrique, disent qu'ils vont investir, mais n'apportent aucun sou, mais au contraire, rentrent plutôt avec d'énormes bénéfices avec la complicité des régimes néocoloniaux installés au pouvoir. Joachim Chameni découvre cette supercherie et cela change sa conception de l'économie. Aux États-Unis, il se marie à Makini, une militante noire américaine afro-descendante. Et pour subvenir aux besoins de la famille, il travaille la nuit et fait les études en journée. C'est parfois le sort de presque la plupart des militants. Ils sont parfois obligés de travailler la nuit et de faire les études en journée. Ils font des sacrifices sur eux-mêmes pour pouvoir tenir en même temps le combat qu'ils mènent pour l'amélioration des conditions de vie de leur peuple et pouvoir subvenir en même temps aux besoins de leur famille. Ce sort n'est pas seulement réservé aux militants, même également à la plupart des ressortissants des familles pauvres qui parfois sont obligés de payer eux-mêmes la scolarité pour pouvoir faire des études. Sur le plan politique, Joachim Chameni adhère au mouvement All African Revolutionary Party. Et c'est fondé par Kwame Touré, qu'on appelait Stokely Carmichael. On le connaît dans l'histoire, il a été un très grand défenseur de la cause des Noirs aux États-Unis. Et lui, il est un ancien premier ministre des Black Panthers. On connaît bien les Black Panthers et leur rôle qu'ils ont joué dans l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous inscrire aux études panafricaines puisque nous étudions tous les combats menés par les Africains, les Afro-descendants depuis que nous sommes sur la Terre jusqu'à présent. Nous ne dépassons personne et les Black Panthers ont eu de grandes périodes de gloire dans ce combat que nous menons depuis pour la défense des Noirs et pour le changement des conditions de vie des Africains. Donc, Joachim Chameni et son épouse relancent le parti à Houston où ils habitent. Et Joachim Chameni est désigné responsable du parti pour tout le sud-ouest des États-Unis. Donc, Joachim Chameni a eu un répondant aux États-Unis. Les leçons 5 et 6 de cet ouvrage de Eno Meyomes, consacré à Joachim Chameni, sont centrés sur la collaboration avec les organisations d'Africains américains de 1983 à 1985 et sa vie familiale. Et en sa qualité de représentant, de responsable de la All African Revolutionary Party, Joachim Chameni entre en contact avec plusieurs organisations afro-américaines des États-Unis qui luttent pour la cause des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Il participe à toutes les manifestations noires au niveau national, au niveau des États-Unis, au niveau de la nation américaine. On sait que la nation américaine a plus de 50 États. Donc, cela montre en quelque sorte le rayonnement de Joachim Chameni. Et lors d'une soirée organisée par les militants panafricanistes, il rencontre Desiree Schmidt, qui sera sa future épouse. Et en 1986, un enfant naît de leur couple, de leur relation. Et Joachim Chameni à l'époque a 22 ans et son épouse a 21 ans. Et en 1985, il retourne au Cameroun et s'installe à Douala. Le couple aura 4 enfants. Ces enfants sont Kwame, Zinga, Shabaka, Samoré. Donc, ce sont les noms des grands révolutionnaires africains, ce sont les noms des grands combattants de la liberté des Africains, négro-africains. Et ces noms sont une manière pour Joachim Chameni de rendre hommage
au combat mené par les dévanciers, ceux qui sont venus dans la lutte avant lui. À la leçon 7 et 8, Djekam Tchameni et nommé Mers parlent du retour au Cameroun en 1985 de Djekam Tchameni et son arrestation en 1988. Donc, Djekam Tchameni retourne au Cameroun avec son MBA dans la poche, vous m'avez dit, avec son MBA, et il est recruté par la société pétrolière américaine Pecten avec un salaire de 690 000 francs. 690 000 francs à l'époque n'était pas un petit salaire, il n'était parmi les plus payés du pays. Mais il démissionne moins de 2 mois après, quand il découvre l'énormité de l'exploitation du pétrole de son pays. Il lance une société appelée Intelligence Artificielle Incorporation et décide de fabriquer sa propre marque d'ordinateur au Cameroun. Et le disciple de Cheikh Anta Diop qu'il est, baptise son premier ordinateur Ramsès I, toujours pour rendre hommage au combat qu'il est en train de mener. Sur le plan politique, Djekam Tchameni et son épouse lancent une organisation clandestine appelée le P2. Cette organisation prépare une insurrection populaire contre le régime de Paul Biya. Le P2 entre en contact avec Guirandi. Guirandi dans l'histoire fait partie des officiers, des jeunes officiers qui ont perpétué le coup d'État au Cameroun en 1984. Ce coup d'État, presque tous les autres chefs qui ont mené ce coup d'État ont été assassinés, en dehors de Guirandi qui a réussi à échapper à la foudre lancée par le régime Paul Biya contre tous ceux qui, de près ou de loin, avaient collaboré à ce coup d'État du 6 avril 1984 au Cameroun. Donc, le P2 entre en contact avec Guirandi, et Guirandi qui s'était réfugié au Burkina Faso et qui entretenait d'excellentes relations avec Thomas Sankara, mais Djekam Tchameni en contact avec Thomas Sankara, Blaise Compaoré et Henri Zongo. Et ce sont les chefs de la révolution burkinabé, les jeunes officiers qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso et qui mènent une révolution au Burkina Faso pour améliorer les conditions de vie de leur peuple et pour rompre le système néocolonial imposé par la France. Et en octobre 1987, Djekam Tchameni rencontre les trois personnalités, les trois chefs de la révolution burkinabé, et ils restent ensemble un plan de travail pour l'amélioration des conditions de vie des Africains, pour la libération totale du peuple africain. Mais Djekam Tchameni réalise un sérieux problème idéologique au sein des militants burkinabés, puisqu'ils ne sont pas formés et à n'importe quelle occasion, ils sortent des armes. Djekam Tchameni informe déjà à Thomas Sankara que c'est une très grande faiblesse dans la lutte, puisque la lutte a besoin de la formation idéologique. Malheureusement, quelques temps après, Thomas Sankara va être assassiné par Blaise Compaoré avec l'appui de la France. Et cet assassinat de Thomas Sankara confirme les doutes de Djekam Tchameni. À la mort de Thomas Sankara, Djekam Tchameni est rappelé au Burkina Faso par Blaise Compaoré en 1988, donc Djekam Tchameni collabore avec Blaise Compaoré qui malheureusement venait d'assassiner Thomas Sankara. Une fois de plus, il rencontre Guirandi, Compaoré et Zongo, puisque Guirandi a aussi continué de collaborer avec le nouveau régime du Burkina Faso de Blaise Compaoré. Et à son retour, Guirandi remet à Djekam Tchameni une cassette à remettre à un de ses contacts au Cameroun. Quelques jours que Djekam ait remis cette cassette, Djekam est arrêté et enfermé pendant 8 mois à la sécurité militaire de Yaoundé et puis pendant 9 autres mois à la brigade mixte mobile. L'affaire Yondo Black éclate et les arrestations se multiplient. Nous rappelons que Yondo Black, Anissé Ekane et leurs camarades avaient tenté de créer un parti politique à l'époque où il n'y avait qu'un seul parti qui était autorisé, le parti unique qui était le RDPC.
Et quand Yondo Black et Anissé Ekane et leurs amis ont tenté de créer ce parti, le régime de Yaoundé a réagi brutalement et a procédé à de multiples arrestations. Donc, avec l'affaire Yondo Black et Anissé Ekane, les arrestations se multiplient au Cameroun. Les arrestations se multiplient. Djekam Tchameni est condamné, un sujet est condamné à 3 ans de prison pour subversion. Une semaine plus tard, Anissé Ekane et Yondo Black, qui ont voulu créer un parti politique, connaîtront le même sort. Et pendant son incarcération, pendant sa période de prison, Djekam Tchameni va perdre son fils Nkrumah, malheureusement. Et quelques mois après, en août 1990. Mais le peuple a fait sien les revendications de Yondo Black et Anissé Ekane et Djekam Tchameni et autres. Et le gouvernement est obligé de céder et accepte l'ouverture démocratique et libère les 3 accusés, Djekam Tchameni, Yondo Black et Anissé Ekane. Le chapitre 10 de cet ouvrage de Eno Meyomès est centré sur de l'affaire de Célestin Monga à la création de Cap Liberté. Et en décembre 1990, la pression populaire a obligé le régime de Paul Biya à accepter la création des partis politiques et des associations. C'est une très grande victoire pour le peuple camerounais qui a lutté âprement pour pouvoir arriver à ce multipartisme, à cette ouverture démocratique. Et en janvier, Célestin Monga publie dans le journal Le Messager un article critique sur la mauvaise gestion du pays. Il est immédiatement arrêté par le régime de Paul Biya et Djekam crée le comité de libération de Célestin Monga, en abrégé CLCM. Et avec ses camarades, il distribue les tracts et Djekam Tchameni se fait le porte-parole pour demander à la population de se rendre au palais de justice de Bonanjo pour obtenir la libération de Célestin Monga. Et le jour dit, le peuple accepte cette invitation de Djekam Tchameni et ses amis. Et tout voilà contestataire se retrouve à Bonanjo. Et le régime de Paul Biya est obligé de renvoyer l'audience. Et c'est le plus grand meeting après la chute de l'UPC, puisque l'UPC qui avait l'habitude d'organiser de telles organisations populaires. Et une grande victoire pour Djekam Tchameni, qui est parvenu à lever les foules de manière impressionnante et inattendue, puisque personne ne pouvait s'attendre à ce que Djekam Tchameni puisse lever de telles foules. Les 2 prévenus sont condamnés à une peine avec sursis. Donc le régime a en quelque sorte cédé une fois de plus à la pression populaire. Le CLCM, après la libération, continue de se réunir au siège de la société Intelar. Intelar, c'est la société qu'on avait créée, que Djekam Tchameni avait créée, Intelligence Artificielle Incorporation. Et quand le CLCM continue de se réunir au siège de cette société, il a décidé la création d'une organisation permanente appelée Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie, en abrégé Cap Liberté.